Alors voilà, la nutrition entérale en pratique, au départ, ça, je rappelle que nous l'avons bien rappelé, vous le savez tous ici, le premier choix c'est évidemment le lait de la propre mère. Si ce lait n'est pas disponible et que vous avez accès à un lactarium, on peut donner du lait de don. Et si le lait de don n'est pas disponible et que la mère n'allaite pas, eh bien évidemment on va donner une formule et on va donner une formule spécialement pour prématurés et pas une formule pour bébé de lait à terme. C'est ce que recommandent toutes les sociétés savantes. Alors ce qu'on sait aussi c'est que l'initiation précoce et l'augmentation rapide de l'allaitement maternel, 30 à 40 ml/kg versus 15 à 24 ml/kg, n'augmenterait pas le risque d'entérocolite et de décès. Et par ailleurs, le fait d'augmenter rapidement, ou justement le fait de ne pas augmenter rapidement ou de commencer de façon retardée, on va avoir besoin d'une alimentation parentérale plus prolongée avec une augmentation du nombre de jours de parentérale et toutes les complications qui y sont associées, notamment avec toutes les infections nosocomiales, par exemple liées à la présence d'un cathéter. Vous ne voyez pas la référence, mais c'est une étude qui est parue cette année, qui est en fait une réactualisation d'une autre méta-analyse qui était parue en 2005, qui avait montré que la présence d'un protocole d'alimentation standardisé dans une unité allait permettre de diminuer le taux d'entérocolite nécrosante. Alors voici, ça c'est les recommandations nutritionnelles actuelles établies par différentes sociétés savantes, et c'est essentiellement les recommandations pour les petits, moins de 1000 grammes à gauche et à droite pour les bébés plus gros de 1000 à 1800 grammes et qui sont toujours des grands prématurés par Lebsgan et par Tsang qui date de 2005. Alors, si on prend les recommandations pour un moins de 1000 grammes de Lebsgan, avec notre composition de lait maternel théorique que nous avons en tête, c'est-à-dire 66 kcal par 100 ml, 1,5 g de protéines, il va falloir que notre nouveau-né assimile 200 ml de lait kg/jour pour son énergie, ce qui est peut-être encore faisable, mais alors 270 à 300 ml, là ça devient complètement infaisable. Et si vous voulez couvrir les besoins phosphocalciques, là vous allez devoir monter jusqu'à 500 ml et 1 litre. Donc il est vraiment nécessaire de fortifier, d'enrichir le lait maternel avec un fortifiant chez ces enfants. Alors, généralement, les fortifiants disponibles, ce sont des fortifiants multicomposés qui sont composés à la fois de protéines, d'énergie, soit sous forme de glucides, soit sous forme de lipides, ou des deux, des minéraux et des vitamines. Et grâce à ces fortifiants, on va amener des nutriments qui vont permettre d'améliorer la croissance, le devenir de ces enfants et diminuer le risque de carence. Faut-il fortifier le lait? Je pense que oui. Donc il y a une Cochrane qui était parue c'est 2004 je pense, oui, qui a donc bien montré, c'était une étude qui avait repris des études et finalement qui reprenait au total à peu près 600 enfants, qui avait un bénéfice à court terme sur la croissance et la minéralisation osseuse, que par contre, il n'y avait pas de risque significatif d'augmenter l'intolérance digestive et le taux d'entérocolite ainsi que le taux de décès. Mais par contre, l'effet bénéfique à long terme, notamment sur la croissance et le développement neurologique, était plus incertain. Néanmoins, avec le résultat des études actuelles, il y a peu de chances qu'on ait de nouveaux essais cliniques qui vont comparer l'enrichissement du lait maternel versus une absence de supplémentation. Par contre, il y a beaucoup d'études qui se font actuellement pour essayer de déterminer la composition optimale des fortifiants qui sont à notre disposition actuellement. Donc on a deux types de fortification qui peuvent se faire. Soit on a une fortification standardisée où on ajoute une quantité fixe d'un fortifiant multicomposé avec une concentration qui nous est recommandée par le fabricant. Ou alors on peut faire une fortification individualisée qui est soit ajustée et adaptée à la tolérance biologique de l'enfant, par exemple en se basant sur les dosages d'urée sanguine, soit une fortification plus ciblée ou à la carte où on va ajuster la composition du lait maternel en fonction des dosages des nutriments et en fonction des besoins nutritionnels de ces prématurés. Donc là, pour ceux qui font la fortification libre, vous verrez, il y a de nombreux designs possibles. Tout le monde ne fait pas tout à fait exactement la même chose. Donc, quels sont les avantages et limites de la fortification standardisée? Donc, c'est très facile d'utilisation et on a montré que ça améliorait tout de même bien la croissance. Par contre,
Certains se disent qu'on a peut-être une altération de certaines propriétés du lait de mère, on voyait au niveau de la conservation, avec peut-être une modification de l'osmolarité. Ça, c'était surtout du temps où on avait des fortifiants qui étaient surtout riches en hydrates de carbone. Maintenant, on a la chance d'avoir depuis peu un fortifiant qui est disponible avec de l'énergie qui est fournie en partie sous forme de lipides. Et donc cette osmolarité était incriminée souvent dans le risque de survenue de perturbations gastro-intestinales, voire éventuellement favoriser l'entérocolite nécrosante. Mais surtout le problème qui reste, c'est qu'on a toujours une inadéquation des besoins nutritionnels, surtout pour certains enfants qui étaient les plus petits, qui avaient un retard de croissance, qui avaient d'autres pathologies intercurrentes qui risquaient d'augmenter leurs besoins, tels que la bronchodysplasie, etc. Et donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que malgré la fortification standardisée, il y avait quand même beaucoup de bébés qui ne grandissaient pas correctement et qui restaient avec une croissance qui était inférieure à celle des bébés alimentés avec des laits de formule. Donc, pourquoi? La question qui se pose, c'est pourquoi? Donc, une première hypothèse de réponse, c'est la grande variabilité de composition du lait maternel tiré. Et donc ça, c'était des analyses qui avaient été faites grâce au Milk-O-Scan. C'est aussi une analyse, un appareil qui marche avec l'infrarouge et qui permet d'analyser la composition du lait maternel. Et donc, vous voyez, on avait une grande variabilité de concentration en protéines, en lipides et donc en énergie. Je ne vous ai pas montré les glucides parce que c'était relativement beaucoup plus stable. Et donc, si je vous présente les résultats autrement, ça c'était un graphe qui vous montre quels étaient les résultats des laits nutritionnellement non conformes. Si vous prenez comme base en disant, voilà, mon lait maternel, j'imagine qu'il a 1,5 g de protéines, 4 g de lipides et 67 kilocalories par 100 ml. Et donc, ce qu'on voyait, c'est que 60% des laits de don, des MC Donor Meal, Home Mother Meal, c'est le lait de la propre mère. Donc, que ce soit du lait de don ou que ce soit du lait de la propre mère, eh bien, on avait plus de la moitié, voire même jusqu'à 80% de lait dans le cas de don et d'énergie qui était non conforme à ce qu'on pensait. Donc, quand on calcule nos besoins, on pense qu'on est bon, mais en fait, on est dans 50%, plus de 50% des cas, complètement à côté de la plaque. La composition en protéines du lait va varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment en fonction de l'âge postnatal. Donc le colostrum est beaucoup plus riche en protéines, avec surtout des protéines immunologiques, et cette concentration va diminuer au fil du temps. On a aussi une variation entre les mères et chez une même mère. C'était aussi des analyses qui avaient été faites chez nous au lactarium. Et on voit aussi que la concentration du lait en protéines est plus élevée chez les mères de bébés prématurés. Enfin tout ça du moins au début, parce qu'après quelques semaines, elle retourne avec un taux qui est sensiblement semblable avec celle des bébés qui sont nés à terme. La composante la plus variable dans le lait, ça reste les lipides, avec des variations individuelles, des variations au cours de la journée et même des variations au cours du même tété. Et c'est vrai que ça peut être intéressant de demander à la maman de tirer dans un premier pot pendant une dizaine de minutes et puis de tirer dans un second pot le lait qui lui reste et d'utiliser plutôt celui-là pour nourrir le bébé, parce que c'est un lait qui sera évidemment beaucoup plus riche en graisse. Le fait, toutes les manipulations du lait, la technique de récolte, que ce soit manuelle ou pompe, va aussi interférer, et avec toutes ces manipulations, on va vraiment assister à un processus de dégraissage du lait maternel. Surtout quand c'est du lait de don, justement. Et aussi, un point important, et que moi je voulais souligner, c'est la façon dont on administre le lait aux prématurés dans le service va aussi avoir un impact sur la composition, enfin, sur finalement ce que l'enfant recevra vraiment en lipides de son lait. Et donc pour ça, je vous ai juste présenté une petite étude qui n'est pas toute récente, mais je trouvais qu'elle était assez imagée. Donc ils avaient regardé le pourcentage des pertes en graisse et des pertes en protéines en fonction de l'alimentation qu'elles étaient soit données sous forme de bolus, soit en alimentation continue à la seringue, en mettant des vitesses différentes. Et ce qu'on voyait, c'est qu'au plus on alimente de façon continue avec des vitesses lentes, au plus on va avoir une perte de lipides, de protéines aussi, mais c'est moins important. Mais la perte de lipides peut être vraiment conséquente, puisque en alimentation continue, on peut perdre jusqu'à 1/3 des lipides qui se trouvent dans le lait. Donc on a vu différentes raisons qui pouvaient expliquer la différence de croissance entre le lait maternel fortifié et le lait adapté pour prématurés. Il y avait la variabilité de composition du lait maternel tiré, l'utilisation de valeurs de composition théorique qui étaient tout à fait différentes de la réalité. On a aussi également l'influence de la pasteurisation sur l'absorption des graisses, avec notamment
la disparition de la lipase grâce à la pasteurisation. Le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est lors des études de bilan métabolique chez les enfants prématurés, on a remarqué que l'énergie métabolisable et les protéines qui étaient finalement utilisées par l'enfant étaient étaient plus faibles quand l'enfant était alimenté avec un lait maternel fortifié par rapport à un enfant qui était alimenté à une formule. Donc finalement, si vous prenez la variation de l'utilisation en protéines, on avait 11,8% de moins chez l'enfant qui était absorbé et finalement métabolisé et retenu par l'enfant alimenté au lait de mère fortifié. Et pour les énergies, c'était aussi de l'ordre de 10%. Donc ça aussi, il faut pouvoir en tenir compte quand on alimente le lait et dans nos recommandations actuelles. Alors, pour contrer ce problème de fortification standard qui n'est pas tout à fait adéquate, il y a certaines personnes qui ont proposé, notamment c'est l'équipe d'Arsanoglu qui à l'époque travaillait en Italie, qui a proposé d'ajuster les apports protéiques en se basant sur la réponse métabolique de l'enfant. Et pour ça, elle utilise l'urée sanguine parce que normalement l'urée reflète assez bien l'apport en protéines, mais évidemment aussi la fonction rénale anormale. Et donc son principe, c'était que si l'urée sanguine de l'enfant était inférieure à 9 mg, on considérait que c'était insuffisant et elle augmentait son niveau de fortification en protéines. Si l'urée était supérieure à 14, elle diminuait d'un niveau. Donc ce qu'on a pu voir dans cette étude, c'est qu'elle arrivait à améliorer les apports en protéines, mais malgré tout, ces apports restaient inférieurs à ce qui était considéré comme des apports optimaux en protéines. Malgré tout, elle avait une croissance qui était statistiquement améliorée en poids et en PC. Donc finalement, on avait une amélioration de la croissance, c'est une technique assez facile à appliquer, une urée c'est accessible à tout le monde et ce n'était pas nécessaire d'investir dans du matériel cher puisqu'on n'avait pas besoin d'analyse de composition du lait de mère. D'un autre côté, en faisant cette technique, on n'a aucun ajustement pour l'énergie et comme on a vu, il y a quand même beaucoup de pertes, notamment en lipides au cours des manipulations du lait. Et on avait tout de même, malgré son protocole, la persistance d'un déficit cumulatif en protéines. Et là-dessus, on peut dire, comme vous voyez dans le graphe, c'est que la validité de l'urée pour estimer l'apport en protéines est quand même relativement limitée, surtout dans les premières semaines. Donc l'équipe de Lyon a proposé une fortification un petit peu ajustée. Ils partent d'une fortification standardisée, ils surveillent la croissance. Si la croissance est insuffisante, à ce moment-là, ils vont un peu personnaliser les apports et regarder l'urée sanguine. Si l'urée sanguine est inférieure à 3 millilitres, 3 millimoles par litre, ils vont fournir un petit peu de supplément de protéines dans la fortification. Si par contre cette urée a un taux correct supérieur à 3, à ce moment-là, ils vont plutôt donner de l'énergie en supplément sous forme de lipides et des glucides. Et donc en faisant ça, ils ont montré un effet positif sur la croissance de leurs prématurés. Et ce qu'ils ont aussi démontré, c'est que 30% des enfants qu'ils avaient étudiés avaient eu besoin d'une fortification complémentaire en protéines, ce qui voulait donc bien dire que probablement les fortifiants étaient tout à fait insuffisants dans leur composition en protéines. Si on parle plus de fortification ciblée, puisque c'est un petit peu ce qu'on fait chez nous, il y a plusieurs façons de fonctionner. Il y a l'équipe des Canadiens là, qui a proposé une fortification avec une composition cible pour le lait maternel, où on vise une composition avec 3 g de protéines, 4,1 g de graisse et 8,8 g d'hydrate de carbone par 100 ml. Ou bien alors comme nous on fait, où on a plutôt une fortification par rapport à un apport nutritionnel cible en tenant compte du volume prescrit tous les jours. Alors il y a des fortifications qui sont plus de type, je vais qualifier de rétrospectif, c'est le cas par exemple justement des Canadiens qui en fait utilisent le lait de la veille, enfin la composition du lait de la veille pour enrichir le lait du lendemain si vous voulez. Ou alors, comme nous on fait, si vous voulez, on prend le lait, on l'analyse, on l'enrichit et on le rend à l'enfant directement. Et alors, selon les études, nous on les analyse tous les jours. Au Canada, c'était aussi tous les jours, mais en Australie, par exemple, ils proposaient un type de fortification où ils analysaient le lait de la semaine précédente pour la semaine suivante. Ben là, je pense que ça peut un peu marcher au niveau des protéines, mais au niveau des lipides, ça ne me paraît pas tout à fait suffisant. Donc ça, c'est les résultats de l'étude de Rochow.
Donc ils avaient fait une étude cas contrôle et donc dans leur groupe, ils avaient évidemment 2 groupes qui ont très très bien grossi puisqu'ils étaient à 19,9 versus 19,7 grammes kg/jour, donc ils n'ont pas pu montrer de différence avec la fortification ciblée. Ce qu'ils avaient juste pu montrer, c'est que ces enfants-là, ils recevaient moins d'apports liquidiens en général. Probablement que c'est des enfants qui grossissaient tellement bien qu'on n'augmentait pas leurs apports. Et ils avaient effectivement une corrélation entre le gain de poids et l'apport en lait maternel chez les enfants qui avaient reçu cette fortification ciblée. Donc chez nous, on fait une analyse de composition en nutriments du lait maternel grâce à cet analyseur de lait qui a d'abord dû être validé parce que c'est au départ une machine qui est utilisée dans l'industrie agroalimentaire pour le lait de vache. Donc on a d'abord dû le valider pour qu'il puisse être utilisé pour le lait maternel. Et donc dans un premier temps, on normalise notre lait en graisse pour avoir une concentration de 4 grammes en ajoutant du liquigène, donc c'est des MCT. Et par la suite, on fortifie. À l'époque, on fortifiait avec un fortifiant de Mead Johnson qui contient également des graisses, mais qui maintenant n'est plus disponible. Mais maintenant, on fait le système, j'ai changé mon tableau Excel et on fait ça avec le fortifiant de Nestlé. Et donc, le but, c'est d'obtenir un apport de 4,3 grammes kg/jour de protéines, et ça en fonction du volume prescrit. Ça veut dire que si votre enfant reçoit 150 ml kg/jour, il aura un lait, entre guillemets, plus concentré en protéines que s'il en reçoit 180. C'est vrai que dans notre unité, on a l'habitude de donner des volumes relativement élevés. Donc, lors des premiers résultats qu'on avait publiés, ce qu'on avait vu, c'est qu'il y avait 70% des laits qui avaient dû nécessiter un ajustement en graisse. Et aussi, à votre droite, en rouge, que la quantité de fortifiant ajouté était très, très variable et était, dans cette étude-là, légèrement un petit peu inférieure à ce qui était recommandé par le fabricant, mais c'était aussi des enfants qui étaient essentiellement alimentés avec du lait de leur propre mère. Qu'on a montré par rapport aux apports nutritionnels, c'est que la variabilité a pu être bien diminuée par ce type de fortification avec des enfants qui recevaient des apports dans ce qui était ce qu'on voulait, puisqu'à l'époque on s'était basé sur les recommandations de Tsang avec 4,25 grammes de protéines, 140 kilocalories, avec un rapport protéino-énergétique qui était dans les normes demandées. Et donc, comme vous voyez ici dans le premier graphe qui concerne les protéines, en bleu, vous avez le lait maternel non fortifié. En rouge, il est fortifié, donc on voit que les apports augmentent, mais la variabilité persiste. Et en vert, vous avez la fortification individuelle, où on voit qu'on a diminué tout à fait notre variabilité avec un apport très constant à 4,2 grammes kg/jour de protéines. Et c'était la même chose pour les lipides et pour le rapport protéino-énergétique. Quand on avait regardé la croissance de ces bébés-là et qu'on les avait comparés à une cohorte historique d'enfants qui étaient nés alimentés en rouge avec du lait maternel fortifié, en bleu avec une formule pour prématurés. Donc ce qu'on voit, c'est que ces enfants grossissaient significativement mieux, c'est le poids évidemment, que ceux en fortification standard et de façon équivalente à ceux qui recevaient un lait de formule. Et donc on a continué à faire nos fortifications comme ça à la carte. Et donc maintenant j'ai une centaine d'enfants et dans ces enfants j'avais quand même 30 bébés qui avaient reçu uniquement du lait de lactarium, donc exclusivement alimenté au lait de lactarium, et 73 enfants qui avaient reçu un mix, enfin ça passait on va dire de 20 à 80% des nerfs, ça dépendait un peu des enfants. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que la croissance globale de ces enfants de toute la cohorte était de 19,1 grammes kg/jour, ce qui était un petit peu moins de ce qu'on avait avant, mais avant on avait pris essentiellement des enfants alimentés au lait de mère. Celle des enfants qui reçoivent du lait de mère était de 19,4 grammes kg/jour et c'était significativement différent de ceux qui ont reçu uniquement du lait de lactarium. Et donc, eux grossissaient à 18,3 grammes kg/jour. Et là, ce qu'il faut vous dire aussi, que ce n'est pas une question d'apport, parce que mes apports entéro, et j'ai les chiffres exacts, ils sont les mêmes dans les deux groupes. Donc, c'est peut-être la pasteurisation. On pasteurise aussi un peu le lait de mère, mais de moins en moins, et donc peut-être que c'est la pasteurisation qui fait l'effet, ou bien je ne sais pas. Il n'y a pas d'explication encore à donner par rapport à ça. Alors, en conclusion, par rapport à la fortification ciblée, ce qu'on peut dire, c'est que grâce à cette fortification, on arrive à donner des apports en protéines et en énergie qui sont conformes aux recommandations nutritionnelles, qu'on va diminuer la variabilité en protéines et en énergie et éviter à la fois le risque de sous-nutrition, mais à la fois aussi le risque de surnutrition, parce que dans certains cas, on ajoutait la moitié moins de protéines de ce qu'on ajouterait en général si on faisait une fortification standardisée. Maintenant, ça reste quelque chose
qui demande un certain équipement spécialisé, du personnel et du temps. Il n'y a pas beaucoup d'études actuellement et il n'est pas prouvé jusque maintenant qu'à long terme, les bénéfices de cette fortification soient beaucoup plus importants par rapport à une fortification standardisée de bonne qualité. Donc c'est à suivre. Donc moi, je voulais aussi un petit peu vous parler des recommandations aussi nutritionnelles concernant les bébés un peu moins prématurés. Donc ce sont ce qu'on appelle les laits de préterme ou les enfants au-delà de 32 semaines. Donc ici, vous avez un tableau de M. Lapionne qui reprend les différents apports en fonction des âges gestationnels. Et donc si on prend le même raisonnement que tout à l'heure, pour notre 32-36 semaines, si on veut rentrer dans les apports nutritionnels, il va aussi falloir leur donner des volumes de lait importants. Et donc là aussi, je pense qu'il est nécessaire d'enrichir le lait maternel au moins partiellement jusqu'à 35-36 semaines. Évidemment, s'ils vont au sein, tant mieux pour eux, mais souvent à 34 semaines, ils ne vont pas complètement au sein, ils sont quand même en partie à la pompe et il faut peut-être profiter de ces alimentations à la pompe pour rajouter un petit peu de fortifiant dans leur lait. Donc la dernière question qu'il fallait aborder, c'est de savoir s'il fallait fortifier le lait maternel après la sortie à domicile. Donc, je pense qu'avant de se poser la question de fortifier le lait maternel à la sortie, ce qu'il faut surtout essayer, c'est de bien optimiser nos pratiques nutritionnelles au sein du service de néonatologie pour essayer de diminuer la prévalence du retard de croissance et la nécessité d'avoir un régime enrichi. Donc il est vraiment bien nécessaire de bien monitoriser la croissance et les apports nutritionnels au courant de toute l'hospitalisation et pas uniquement durant les 3 premières semaines. Et d'envisager d'individualiser le plan nutritionnel de chaque enfant, de tenir compte d'un retard de croissance éventuel ou d'éventuelles comorbidités persistantes ou intercurrentes, comme par exemple la bronchodysplasie, des troubles de l'oralité, un intestin court qui ferait que c'est des enfants qui auraient besoin de plus d'apports que d'autres. Alors finalement, par rapport au régime de sortie, on a deux cas de figure. Ou bien vous avez votre enfant prématuré qui est eutrophique à la sortie, il est allaité au sein, à ce moment-là, voilà, il peut boire ad libitum sans fortification ce qu'il veut, et généralement ces enfants-là vont réguler d'eux-mêmes leur volume de lait en fonction de leurs besoins. Il est bien sûr bien nécessaire de continuer à bien suivre leur croissance. S'il y a nécessité de complémenter à l'allaitement maternel, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut privilégier une formule post-discharge qui est plus riche en protéines, en énergie et en minéraux ou pas? Moi, parfois, j'ai tendance à en donner quand on a un bébé qui est à 36 semaines jusqu'à l'âge du terme. S'il y a une croissance normale, moi, je ne pense pas que ce soit nécessaire. La durée, si on donne une formule de ce type-là, ce n'est pas très clair non plus. En tout cas, je pense que ce qu'il faut surtout éviter, c'est la suralimentation, parce que la suralimentation aussi peut avoir des effets délétères dans l'avenir. Si notre enfant est hypertrophique, il y a quand même vraiment des mamans qui ont eu comme l'habitude de tirer leur lait, et donc il est peut-être parfois nécessaire de donner en alternance au sein du lait maternel fortifié au biberon, soit alors s'il faut compléter à l'allaitement maternel, si la maman n'a pas assez de lait, de donner une formule post-discharge. Mais là aussi, l'effet bénéfice à long terme sur la croissance et le développement n'est pas tout à fait encore acquis. Il n'y a pas non plus de consensus sur la durée d'enrichissement, et en tout cas, je pense que si on a un enfant qui a une croissance qui se normalise, il faut passer à un régime normal et arrêter de fortifier. Donc en conclusion, le lait maternel et la croissance optimale vont favoriser le bon développement neurologique et diminuer la morbidité néonatale et aussi à plus long terme. Il est important de bien optimaliser la prise en charge globale de la nutrition, qu'elle soit parentérale ou entérale, avec une surveillance de la croissance durant toute l'hospitalisation, en commençant une alimentation parentérale suffisamment riche en protéines et en énergie le plus tôt possible, à limiter l'enfant le plus tôt possible, augmenter les quantités qu'on donne rapidement pour pouvoir le surveiller de la perfusion, continuer à bien suivre la croissance et aussi fortifier de façon précoce et prolonger probablement jusqu'à 35-36 semaines ou jusqu'à la sortie, car la vitesse de croissance de ces enfants reste élevée et leurs besoins aussi. Il y a aussi nécessité d'élaborer des recommandations nutritionnelles spécifiques avec peut-être des targets plus élevés pour les prématurés alimentés au lait maternel. En effet, on a vu qu'il y avait une réduction d'énergie et de protéines métabolisables et il y avait des pertes en nutriments après traitement et manipulation. Il faudrait aussi pouvoir développer de nouveaux fortifiants de composition mieux adaptés avec une concentration plus élevée en protéines et en énergie et avec aussi une qualité importante, par exemple des contenus adéquats en acides gras polyinsaturés à longue chaîne. Tout ça évidemment sans augmenter la smolarité intestinale qui doit rester
osmolalité à charge orthotique intestinale avec des osmolalités de lait qui doit rester inférieure à 400 millismoles. C'est important aussi de regarder la composition corporelle parce qu'évidemment, ce n'est pas tout de leur faire prendre du poids. Ce qu'il faut aussi, c'est qu'ils prennent du bon poids. Et voilà, je pense qu'en néonatologie, on part vers une individualisation des soins de façon générale et ça concerne aussi l'alimentation. Voilà, je vous remercie de votre attention.